Fréquence Drone, interview. Quel télépilote de drone n'a pas été confronté un jour à la difficulté de sa préparation de mission? La réglementation impose d'effectuer une déclaration en préfecture dans un délai de 5 jours ouvrés. Certes, la DSAC propose aujourd'hui un outil appelé Alpha Tango qui facilite cette déclaration préfectorale, mais cela est très loin d'être suffisant. En effet, suivant la situation géographique de la mission, un télépilote doit se renseigner sur les possibilités et les interdictions ou les demandes de vol et les conditions dérogatoires. S'ensuit alors un vrai parcours du combattant. Notre invité du jour a bien connu ces problématiques puisque lorsqu'il a fondé l'un des tout premiers réseaux de télépilotes, ce sont des centaines de déclarations quasi quotidiennes qu'il devait effectuer. Accueillons maintenant Florent Mainfroy, fondateur de la société Clearance. Bonjour Florent. Bonjour Thierry. Alors Florent, je le disais en introduction, tu as cofondé en son temps la société AirInnov, société bien connue des télépilotes qui effectuait des captations essentiellement à base d'ailes volantes. Est-ce à cette occasion que tu as pris conscience de la difficulté de planifier et de gérer les missions drones ? C'est exactement ça, c'est-à-dire que AirInnov, c'était du drone pour l'agriculture. On survolait des parcelles agricoles pour pouvoir donner des recommandations d'engrais à apporter dans les champs, et on avait entre 15 000 et 20 000 vols de drones par an. C'est colossal. Et évidemment, c'était pas stable tout au long de l'année, c'était concentré dans certaines périodes d'activité qui correspondent aux périodes de l'activité agricole. Donc ça veut dire que 15 000 fois à 20 000 fois par an, on se posait la question de est-ce que j'ai le droit de voler ici? À qui est-ce qu'il faut que je demande une autorisation? Quelle est la procédure à suivre? Et comment je fais pour mettre effectivement mon drone en vol en toute sécurité et en toute légalité? Et c'est vraiment ce point de départ-là qui a donné l'idée de Clearance, qui est que cette facilitation de la préparation de mission qu'on avait mise en place en interne pour AirInnov au profit d'AirInnov, finalement, elle est profitable à l'ensemble des exploitants de drones qui se posent systématiquement les mêmes questions. Est-ce que je peux voler ici? À qui je demande l'autorisation? Et comment est-ce que je fais pour préparer ma mission? Pourrais-tu nous présenter rapidement en quoi consiste une application de préparation de mission drone telle que Clearance ? Alors, c'est assez simple dans son usage, et c'est d'ailleurs une des valeurs qui nous guide, cette simplicité. C'est de pouvoir proposer à l'exploitant de drone qu'il vole régulièrement ou quelques fois par an, un résumé en quelques clics des actions qu'il va devoir entreprendre pour se conformer à la réglementation et effectuer son vol en toute sécurité. Donc il va dessiner sa zone de vol, préciser la hauteur, les dates prévues de sa mission, et le système va analyser, grâce à son moteur de règles, la réglementation à suivre et les contraintes qu'il va falloir lever avant de pouvoir faire évoluer le drone. Donc on va indiquer au télépilote, à l'exploitant, quelles sont les contraintes, est-ce qu'on est en zone d'agglomération, est-ce qu'on est à proximité d'un aérodrome, et on va le guider pour lui permettre d'obtenir simplement et efficacement ses autorisations de vol. Alors, préparer une mission en drone, c'est un processus long et bien souvent semé d'embûches. Il est fréquent, car très facile, d'oublier un point important, et là, il faut reprendre son dossier. Comment ton application a-t-elle contourné cette difficulté ? On a, je le disais, une volonté de simplicité. Et donc, dans cet affichage qu'on a sur l'interface de Clearance, on va mettre en avant les contraintes qui sont importantes à traiter et mettre un petit peu à l'écart celles qui sont bonnes à connaître, mais moins impactantes sur le vol du drone. On parlera peut-être des NOTAM. Les NOTAM, il faut savoir qu'il y en a quelques centaines qui sont publiés tous les jours. Évidemment, tous ne concernent pas les vols de drone. Par contre, certains NOTAM sont à prendre en compte absolument. Ils vont créer une ZRT, donc une zone interdite de vol, que ce soit pour les avions ou pour les drones. Ceux-là, on va évidemment les mettre en avant. Et ceux qui sont moins importants parce que non impactants pour les vols de drones, on va au contraire les mettre en retrait. C'est aussi une équipe. C'est pas simplement une interface web. Clearance, c'est une équipe qui est derrière et qui est là en support pour aider les télépilotes à préparer leur mission, à gérer leur vol de drone. Il y a un chat sur la plateforme qui est intégré, qui rend cette discussion avec l'équipe accessible et facile. Il y a un téléphone qui est toujours ouvert pour les télépilotes de drone pour poser leurs questions et pour qu'on puisse les guider dans la préparation de mission. Ce sont aussi des boutons d'action sur un certain nombre de contraintes qui vont permettre d'envoyer en un clic une notification, d'envoyer en un clic une demande d'accord à un aérodrome, par exemple. Pour un débutant comme pour un professionnel aguerri, la multitude d'informations aéronautiques est un véritable casse-tête. Justement, les notables, mais pas seulement, les AIP, les SUP-AIP, les dérogations auprès des gestionnaires d'aéroports, voire des instances militaires, etc. Comment, toi, tu obtiens toutes ces informations ? Alors,
On se branche, si je puis dire, aux sources d'information officielles, et la première d'entre elles, c'est le service de l'information aéronautique, qui publie tous les mois, on va dire, pour prendre une petite simplification, la mise à jour de l'information aéronautique. C'est une information qui est accessible sur le site de l'aviation civile, qui est en texte, qui n'est pas sous forme de carte, et donc on va intégrer ces données à nos bases de données tous les mois. On ne se sert pas que de cette information-là, on récupère d'autres données, notamment auprès de l'IGN, l'Institut géographique national, et donc il y a effectivement une multitude de données qu'il va falloir agréger et rendre lisibles et compréhensibles, et c'est là le cœur du réacteur de la plateforme Clearance. Ah oui, tout à fait. Et alors, toutes ces mises à jour, ça doit être un travail harassant pour ton équipe, non? Alors, je ne dirais pas que c'est harassant, c'est du travail, c'est certain, c'est surtout une organisation qui est dédiée à ça. C'est vraiment notre cœur de métier, et donc on a structuré notre travail pour être capable de digérer ces informations en continu pour les NOTAM, tous les 28 jours pour l'information aéronautique dont je parlais avant, mais c'est sûr que ça nous occupe, c'est certain. Les NOTAM, par exemple, on va les trier tous les jours, pour justement faire ressortir ceux qui sont importants par rapport à ceux qui ne le sont pas ou qui le sont moins pour les vols de drone. Alors, ton application, comme d'autres, propose des services gratuits et d'autres payants, c'est bien normal. Est-ce que les informations obtenues gratuitement suffisent pour déposer une demande de dérogation auprès d'un aéroport? Tout à fait. C'est d'ailleurs notre promesse vis-à-vis des exploitants de drones et vis-à-vis des aéroports qui travaillent avec nous, c'est qu'un exploitant de drone puisse déposer gratuitement une demande d'accord auprès d'un aérodrome qui est partenaire de Clearance. Donc il n'y a pas besoin de souscrire un abonnement pour déposer une demande d'accord auprès d'un aéroport partenaire de Clearance. Par contre, il arrive que des aéroports informent les exploitants de l'obligation de déposer leur demande de dérogation via telle ou telle application, la tienne entre autres. Cela crée des incompréhensions de la part de télépilotes qui se plaignent de cette obligation qui leur est faite. Est-il possible de déposer tout de même une demande de dérogation sans utiliser une application telle que celle que tu proposes ou d'autres? Je crois que pour répondre à cette question, il faut essayer de bien comprendre la problématique d'un contrôleur aérien, d'un agent AFIS, bref, d'un aérodrome qui est amené à recevoir des demandes d'accord et à les traiter. Quand cette personne en reçoit 3 par an, 3 par mois, évidemment, elle peut traiter ça à la main, avec sa boîte mail, avec des coups de téléphone et avec des post-it. Quand elle en reçoit, et c'est le cas, plus de 1000 par an, donc ça veut dire 3, 4, 5, 10 par jour parfois, la boîte mail n'est pas un outil de gestion des vols de drone. C'est un outil de gestion de messages, c'est très bien, mais c'est pas un outil de gestion du trafic aérien non habité, c'est pas vrai. Donc là, ce sont des personnes qui vont avoir besoin de s'équiper d'outils. Et ces personnes ne peuvent pas avoir 15 outils différents, et les mails, c'est très pratique, c'est très rapide à écrire. Simplement, parfois, et on fait tous des erreurs, on oublie de mettre la hauteur, on oublie de mettre la date, on dit ce sera lundi ou peut-être la semaine suivante. Ça devient rapidement ingérable quand il y en a 10 par jour à traiter comme ça. Donc ces aérodromes s'équipent de solutions, dont la nôtre, effectivement. Et une fois qu'elles sont équipées de solutions, que ce soit la nôtre ou celles qui existent sur le marché, c'est quand même beaucoup plus pratique pour ces aéroports d'avoir l'ensemble des demandes d'accord au même endroit plutôt que 98% sur la plateforme qu'ils ont choisie et le reste éparpillé entre des post-it, des mails et des coups de téléphone. Donc c'est très délicat pour ces aéroports d'accepter des demandes de dérogation. Ça n'empêche pas de demander, mais c'est extrêmement délicat pour ces gestionnaires d'arriver à traiter différents flux de demandes d'autorisation de vol de drone dans leurs espaces. Donc ça, c'est pour donner un petit peu le point de vue du gestionnaire qui va être amené à traiter 1 millier de demandes d'accords par an. Et je vous assure que parmi les aéroports qui travaillent avec nous, il y en a qui ont ce volume annuel de demandes d'accord. Et on ne se rend pas forcément compte, quand on est exploitant de drone, on va faire une demande, 2 demandes, 3 demandes, mais vous n'êtes pas seul, d'autres volent beaucoup à cet endroit-là, et finalement il y a quand même beaucoup d'exploitants de drones différents, dont certains ont des gros volumes d'opérations. Côté exploitant de drone, en quoi est-ce qu'il est plus gênant d'utiliser une application qui peut être gratuite si c'est juste pour déposer une demande d'accord, plutôt que d'envoyer un mail. Effectivement, la première fois, quand on avait l'habitude de passer un coup de fil à la personne qu'on connaissait, c'est moins chaleureux, c'est peut-être un peu moins agréable que de passer le coup de fil à la personne avec qui on avait l'habitude de travailler.
Pour autant, c'est un processus qui reste gratuit, qu'on a voulu simple, et si c'est pas encore parfaitement simple, il faut pas hésiter à nous le dire parce que c'est vraiment notre volonté de simplifier ces échanges-là. Donc si on peut s'améliorer là-dessus, on le fera très volontiers. Voilà, on n'a pas l'impression de faire peser un poids, un fardeau énorme en obligeant, ou en tout cas en facilitant l'utilisation de notre plateforme pour déposer gratuitement une demande d'accord dans ces aéroports partenaires. Et est-ce que les difficultés qui sont rencontrées par les exploitants de drones, est-ce qu'elles ne viendraient pas plutôt pour certains de leur méconnaissance des différentes possibilités de gestion et d'administration de ces plateformes aéroportuaires? Parce que tout compte fait, tu le disais naturellement, les personnes ont l'impression qu'elles sont seules à demander alors que les exploitants reçoivent des dizaines, voire des centaines de demandes par jour pour certains. Oui, c'est possible, effectivement. Il y a une typologie très diverse d'acteurs quand on parle d'aéroport. D'ailleurs, c'est plutôt un abus de langage puisque c'est les services de navigation aérienne qui sont soit la sphère publique, donc les contrôleurs aériens dans les aéroports contrôlés. Je pense à Toulouse-Blagnac, à Marseille-Marignane pour citer des noms que tout le monde connaît, tout le monde situe. Il y a également des aéroports, des aérodromes qui sont équipés d'agents AFIS, donc ce ne sont pas des contrôleurs aériens, mais pour autant ils font de l'information de vol, et qui eux appartiennent plutôt à la sphère privée ou à des syndicats mixtes public-privé. Donc ce sont des gens dont le salaire n'est pas assuré à la fin du mois si l'exploitation de l'aéroport n'a pas ramené suffisamment d'argent. Donc il y a des questions d'efficacité du traitement des vols de drones qui vient s'ajouter à un travail qui était déjà existant de gestion de l'aéroport, de gestion du trafic aérien habité, de gestion de la tonte de la pelouse de l'aéroport, et c'est quelque chose qui vient se rajouter en plus que de gérer ces vols de drones. Donc si on ne veut pas que ces gestionnaires disent non, je n'ai pas le temps de traiter, donc je refuse, il faut leur trouver des solutions pour que ce temps de traitement soit acceptable. Certains exploitants nous font part de leur mécontentement. Pourquoi d'un aéroport à un autre, il est demandé de travailler avec telle ou telle application de préférence? Oui, ça c'est un vrai sujet et je le comprends et je partage le mécontentement des utilisateurs. Je disais tout à l'heure que les gestionnaires d'aéroports n'ont pas envie d'avoir 15 applications différentes pour gérer les demandes d'accord. Je suppose, et je le sais, les exploitants de drones n'ont pas envie d'avoir 15 applications différentes pour gérer leurs demandes d'accord selon qu'ils vont travailler près d'un aéroport ou près d'un autre. C'est à peu près évident. On travaille, nous, à cette interopérabilité avec les autres plateformes qui existent pour qu'on puisse choisir la plateforme qui nous convient le mieux en tant que télépilote. Ce sera Clearance, ce sera une autre, peu importe, mais qu'on puisse, à partir de la plateforme qu'on a choisie, déposer ces demandes d'accord à l'ensemble des aéroports qui utilisent les applications qui sont sur le marché. Donc ça, c'est pour les prochaines semaines, au mieux les prochains mois au pire, mais on a cette volonté, en tout cas très forte, côté Clearance, de rendre les choses interopérables, et dans les deux sens. Je veux dire, on n'a aucun intérêt à retenir prisonniers des gens qui seraient pas satisfaits d'utiliser Clearance, autant qu'ils utilisent quelque chose qui leur convient, mais qui puissent quand même déposer leur demande d'accord à l'ensemble des aéroports. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se diriger justement vers le fait que les aéroports puissent recevoir une demande de dérogation, quelle que soit la plateforme utilisée, pour autant que ce soit conforme aux critères demandés? Oui, tout à fait. C'est exactement l'objectif. C'est exactement l'objectif, c'est qu'il y ait cette possibilité de passerelle, quelle que soit l'application utilisée, que la demande d'accord soit acheminée et que l'autorisation soit réacheminée dans l'autre sens. C'est tout à fait l'objectif. Alors Florent, Clearance n'est pas uniquement une application de préparation de mission destinée aux exploitants de drones. Tu exploites également des solutions pour les AFIS, tu en as parlé tout à l'heure. Quelles sont les attentes et peut-être les besoins des AFIS? Les besoins des AFIS sont finalement relativement proches des besoins des contrôleurs aériens, puisqu'en termes de gestion des vols de drones, ils ont les mêmes prérogatives. Ils vont devoir donner leur accord au vol de drone, y imposer éventuellement des conditions avant que le vol n'ait lieu, comme appeler la tour avant de décoller, qui est une des conditions classiques qui est demandée quand les vols sont près des pistes. Ils ont, je dirais, le besoin d'une plateforme qui soit efficace, qui leur fasse gagner du temps, qui leur permette de tracer les demandes et les réponses qu'ils y ont apportées. Ce qui nous est remonté généralement, c'est qu'en utilisant Clearance, ils économisent 90% du temps de traitement sur les demandes d'accord de vol de drone.
Donc c'est ça qu'ils recherchent, en ayant l'assurance qu'ils ont effectivement toutes les informations au même endroit, ce qui leur fait gagner du temps, puisque quand un télépilote envoie un premier mail, puis passe un coup de fil et tombe sur le collègue qui n'est pas la personne qui avait traité le mail, évidemment ça pose des difficultés de gestion, alors que toute l'information est centralisée, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus efficace. Donc in fine, ça fait aussi gagner du temps pour aux exploitants de drones qui ont leurs autorisations plus rapidement. Oui, tout à fait. Alors, mais ces solutions que tu leur proposes, c'est exactement la même plateforme que ce que tu proposes aux exploitants de drones, ou est-ce que c'est des solutions différentes qui vont gérer éventuellement toutes ces demandes qui arrivent de dérogation? Oui, c'est une solution qui est différente évidemment, puisqu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Leur besoin, c'est de pouvoir visualiser ces demandes d'autorisation, de les ordonner dans le temps, de les comparer par rapport à des volumes autour de leurs aéroports pour savoir quel impact va avoir une mission drone donnée sur le trafic aérien habité, et donc est-ce qu'ils peuvent l'autoriser sans plus de conditions, ou est-ce qu'il va falloir faire particulièrement attention à ce vol de drone qui se trouve être dans l'axe de piste à une hauteur qui est impactante pour le trafic habité. Et donc on va leur donner des possibilités d'automatisation que peut-être certains télépilotes ont rencontré parfois. Ils déposent leur demande d'accord et une seconde après ils ont leur autorisation. C'est simplement parce que l'agent AFIS ou le contrôleur aérien a configuré des zones d'accord automatiques à des endroits qu'il jugeait peu impactants et peu dangereux, ou pas dangereux, pour le trafic aérien habité. Oui, tout à fait. Dis-moi, la sécurité des vols, c'est effectivement un point essentiel pour pouvoir opérer dans un espace aérien, partagé par d'ailleurs d'autres et de nombreux autres usagers. Cela s'appelle le Detect and Avoid, hein, en français le voir et éviter. Tu intègres ce paramètre dans ton application et comment? Alors, le voir et éviter, c'est plus quelque chose qu'on va pouvoir faire quand on est à bord de l'aéronef, à bord de l'avion ou de l'hélicoptère. C'est-à-dire qu'on va visuellement détecter les autres aéronefs. Malheureusement, ça marche pas bien pour les drones puisqu'ils sont petits, et donc un pilote d'avion ou un pilote d'hélicoptère aura du mal à voir un petit drone suffisamment loin pour pouvoir l'éviter efficacement. Et évidemment, le pilote de drone, lui, est au sol. Donc s'il a son drone en vue, ça peut marcher. S'il a son drone hors vue, ça peut marcher s'il a son drone hors vue, mais les autres aéronefs qui sont suffisamment gros en vue, ça marche beaucoup moins bien si le drone est à 10 km. Le Detect and Avoid, c'est l'idée qu'on va pouvoir détecter par des systèmes qui ne sont pas à la vue humaine les aéronefs en vol. Et donc, ce sont des systèmes qui ont plutôt vocation à être embarqués sur le drone, des capteurs divers et variés, des caméras ou autres, qui vont détecter le trafic environnant. Ça peut être de la DSB aussi. DJI a lancé ça sur ses modèles haut de gamme, qui vont capter les informations de trafic qui sont émises par les avions habités qui sont équipés. Donc ça, c'est pas des choses qu'on va pouvoir intégrer dans notre application, puisque c'est plutôt quelque chose qui va être sur le drone lui-même, ou qui va dépendre du télépilote de drone et des pilotes des aéronefs environnants. En revanche, ce vers quoi on se dirige avec le U-Space, et je ne doute pas que tu feras sans doute des émissions sur ce sujet, c'est des choses qui vont permettre de renforcer quand même la sécurité dans ce point-là, sur ce qu'on appelle le Flight Authorization Service, qui est un des services du U-Space, qui va permettre en fait de réserver un créneau aérien, donc un volume sur un temps donné, pour un drone, pour un télépilote de drone donné. Et donc cet espace aérien, dans le temps qui est prévu, va être réservé uniquement pour ce drone-là, au sein d'un espace U-Space. Donc c'est encore un petit peu de la science-fiction aujourd'hui, mais ça va arriver très vite en termes réglementaires, puisque le U-Space, sa date d'entrée en vigueur, c'est le 26 janvier 2023, donc c'est demain. Ensuite, il faudra qu'il y ait des espaces U-Space qui soient créés, ça va prendre un petit peu plus de temps probablement, mais on va arriver assez rapidement à ces solutions-là de pré-réservation de l'espace aérien juste avant le décollage. Oui, tout à fait. Dis-moi, la réglementation est chaque jour un peu plus complexe, hein, on le voit au fur et à mesure, tu viens de le citer encore avec l'arrivée prochaine des ouvertures des espaces aériens et notamment avec le space. De plus, l'arrivée des prochains Jeux olympiques va encore durcir les conditions d'acceptation de déclaration de vol, sans parler des futurs couloirs aériens basse hauteur, hein, notamment pour tout ce qui est grande élongation, et on vient de le dire, tout ce qui est UAM pour Urban Air Mobility. As-tu prévu des évolutions sur ton application qui prennent en compte ces modifications de l'espace aérien? Oui, des évolutions, on en fait sans cesse. Je crois que l'an dernier, on avait compté 40 mises à jour de la plateforme Clearance sur un an. Donc ça veut dire que pratiquement chaque semaine,
on a fait une mise à jour de la plateforme. Alors parfois c'est pas forcément une révolution, mais c'est une plateforme qui évolue très très fréquemment. Donc évidemment toutes ces modifications de l'espace aérien, comme c'est le cœur du sujet, on les prend en compte, on les anticipe. Je ne sais pas si ça se complexifie, en tout cas ça se densifie. Il y a de plus en plus de possibilités qui sont offertes. On ne parlait pas du AM il y a 5 ou 10 ans. Ce sera peut-être pas pour la fin de l'année, mais c'est des choses qui se rapprochent de nous quand même. Donc on prend en compte toutes ces modifications, toutes ces évolutions. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça reste simple pour l'exploitant qui a besoin de faire un vol routinier, classique, d'inspection, de surveillance, des choses habituelles pour l'audiovisuel. Voilà, toutes ces choses-là, on fait en sorte que ça reste simple dans Clearance. Quand bien même la réglementation devienne compliquée, on met en place les processus pour que ce soit simple pour le télépilote. C'est vraiment ce qui nous tient à cœur. Bien, écoute, merci pour toutes ces informations, Florent. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette interview. Il faut bien qu'il y ait une fin à un moment donné. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose ou est-ce que tu as un message pour nos auditeurs ? Oui, alors ce que je voulais peut-être ajouter, même si on l'a déjà évoqué, c'est le fait qu'il faut absolument, en tant qu'exploitant de drone, se tenir à jour des évolutions de la réglementation. Et que c'est pas forcément évident. On est là pour les accompagner, évidemment, pour accompagner nos utilisateurs et nos clients. Mais il y a également les fédérations qui sont là pour les exploitants de drones, pour les représenter et pour leur permettre de faire ce qu'ils n'ont pas forcément le temps de faire à titre individuel, c'est-à-dire faire entendre leur voix. On s'aperçoit que parmi nos utilisateurs, on a des gens qui viennent de métiers très très divers et qui utilisent le drone en tant que compétence d'un métier déjà existant et qui ne vont pas forcément aller se battre pour la réglementation qui arrivera peut-être en 2025. Les fédérations sont là pour ça et c'est sans doute le meilleur canal pour faire avancer les choses et en tout cas pour faire entendre sa voix. C'est pas notre rôle, nous on est une société privée, mais j'encourage grandement les exploitants de drones à se tourner vers les fédérations, celles qui préfèrent, j'ai pas d'action dans les fédérations, mais faites entendre votre voix d'exploitant de drone, faites entendre vos besoins. Les politiques ne sont pas du tout fermés à entendre la voix des exploitants de drone. Parfois, ils ne connaissent pas forcément toutes les facettes du métier d'exploitant de drone, donc il ne faut pas hésiter à se fédérer pour se faire entendre. Je te remercie pour toutes ces explications et merci d'avoir partagé ton expérience avec nos auditeurs. Et si vous aussi, vous êtes acteur de la filière drone et que vous souhaitez vous exprimer sur l'antenne de Fréquence Drone, notre micro vous est ouvert. Contactez-nous via notre site web fréquence-drone.fr ou notre boîte mail contact@fréquence-drone.fr. Merci à tous et à toutes et rendez-vous lors de notre prochaine interview. Merci Florent, à très bientôt. Merci Thierry. Une interview réalisée par Thierry Mort pour Fréquence Drone.